J'ai la chance aujourd'hui et le privilège de recevoir Simone Spadino, un violoniste, un virtuose. Contrairement aux autres personnes, la question que je lui ai posée et qu'il connaît, à l'exception des autres, c'est les trois œuvres musicales, celles qui l'ont marqué et pourquoi peut-être il va nous l'expliquer maintenant dans ce début d'entretien. Avant tout, c'était une question très difficile parce que pour moi, choisir que trois œuvres, c'est vraiment difficile. Voilà. Mais en tout cas, je commencerai avec le concerto pour violon et orchestre de Benjamin Britten, opus 15. C'est un concerto qui a été écrit juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Entre 39 et 40, mais qu'il raconte, c'est pour ça que je l'adore, qu'il raconte de la guerre civile espagnole. C'est un concerto que j'adore, c'est une des pièces pour violon les plus difficiles en absolu. Sur le plan technique. Oui, sur le point de vue technique, mais aussi sur le point de vue expressif. Voilà. Il est caractérisé par, comment on peut dire, un langage musical qui n'est pas trop direct. Il n'arrive pas rapidement au public. Il raconte de l'histoire de la guerre civile espagnole et dans le troisième mouvement, la Passacaglia est dédiée aux victimes de la guerre civile espagnole. Et donc, voilà, c'est un monument historique écrit pendant une période de guerre par un musicien qui était libertin, qui était gay, qui avait quitté son pays pour aller aux États-Unis pour se protéger. Donc vraiment, il a été écrit par un compositeur, un musicien qui a utilisé la musique contre la guerre. Puis sûrement la Chaconne de Bach. C'est un chef-d'œuvre, voilà. Il ne va pas mourir. Il y a une question de numérologie des dons, de la religion, etc. C'est vraiment incroyable et naturellement c'est très très beau à écouter. J'adore beaucoup les versions pour violon et piano de cette œuvre. Et puis de la musique de chambre. Il y a une œuvre de la musique de chambre de Beethoven, la septuor de Beethoven. C'est magique. Moi, il a été composé et joué pour la première fois à Vienne. C'est pas trop un exemplaire de la musique très sérieuse, pas romantique, presque vers le tardo-classicisme, donc vers le romantisme, mais c'est plus vers Mozart, c'est avec un esprit différent, avec cet esprit joyeux, content, et ça c'est incroyable en fait, parce qu'il y a la qualité des compositions typiques de Beethoven, mais avec cet esprit qu'on ne connaît pas trop dans ces compositions, et moi je l'adore. Puis il y a des vents, il y a des cordes, donc c'est presque une petite orchestre qui joue ensemble, toute seule. Et comment on devient soliste? Est-ce qu'il y a une lignée familiale, les hasards de la vie? Comment on est amené à aimer le violon? Alors, moi, je suis né dans une famille de musiciens, voilà. Donc, c'est sûrement on peut dire, quelque chose qui a favorisé le développement de la musique et de l'étude du violon dans ma personne. Mon père est artiste et aussi violoniste, ma mère pianiste et clavicéniste. Je sais que quand j'étais petit, mon père quittait la maison pour le 80% du temps, pendant l'année, pour faire des concerts, des tournées dans le monde tout entier. Et donc, moi, je voulais passer plus de temps avec lui, mais naturellement, il devait travailler. Et donc, je pensais, j'avais 2 ans et demi, 3 ans presque, j'ai pensé, je dis, ok, maintenant je me mets dans sa valise, je me cache dans sa valise, et comme ça, je peux partir avec mon papa et jouer avec lui, ou visiter les pays, voyager avec lui.
Puis avec 2-3 fois qu'il m'avait découvert dans la valise, j'ai pensé, ok, c'est pas une bonne idée, ça c'est la pire des idées. Ça c'est un souvenir qui Oui, reste vraiment, c'est absolument. pas construit Oui, par les parents. Non, je me souviens moi que je ferme la valise avec moi dedans, donc non, c'est quelque chose de très très vivant dans ma mémoire. Et donc voilà, j'ai dit, je dois commencer à étudier le violon, comme ça je peux partir avec papa et aller jouer avec lui. Et je me souviens que 2003, c'était l'hiver 2003, il retourna dans une tournée, après une tournée chez nous, et m'amena en violon, un tout petit violon, et je commençais à étudier le violon avec lui, avec toujours un esprit excellent, dans un background culturel, mais aussi familial très détendu, parce que mes parents ne voulaient pas construire un enfant prodige, le talent, le soliste du moment, mais j'ai fait tout ça en gardant mon... Puis tu as toujours le plaisir, quand vous voyez petit ou petit garçon, toujours avec le plaisir d'avoir le violon, oui, ou bien à un moment donné, il y avait une sorte d'obligation, devoir... Jamais, aucun type d'obligation, jamais. Ils ne m'ont jamais forcé. Et ça, je trouve que c'est une chose très importante. C'est la clé, je pense, pour être content et de ce qu'on fait. Il n'y a pas une petite période à l'adolescence où vous vous êtes dit je vais le quitter Jamais. Jamais. Jamais, vraiment jamais. J'ai été toujours très content de ce que je faisais. Au contraire, j'ai défendu ce que je faisais parce que des fois, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes professeurs au lycée. Malgré, j'ai obtenu mon baccalauréat avec 100 sur 100, l'Italie c'était le maximum, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec des professeurs qui n'acceptaient pas que j'étais talentueux avec le violon et aussi un bon élève à l'école, voilà, et qui ont cherché c'est absurde mais c'est la vérité, de m'empêcher à continuer à étudier, faire de la musique, continuer à faire du violon. Voilà. Et ça, je suis fier en fait de ça. Je démontrais que c'était possible, et que voilà, c'est mon cas. Alors depuis une année là, vous êtes à Sion. Oui, et à Lausanne. C'est 4 années déjà que j'ai passé Sion et dernière, oui, ensemble. D'accord, exactement. Et maintenant, c'est Vienne qui vous appelle. Comment ça s'est fait cette opportunité autrichienne? Alors, j'avais envie de continuer de travailler avec mon professeur, avec Pavel Vernikov. J'ai commencé avec lui ici en Suisse, à Sion, il y a quelques années, en 2018. J'avais envie de continuer avec lui et j'ai décidé de postuler pour les admissions au MOOC, au Musikunst Privatuniversität der Stadt Wien. Et j'ai été accepté à cette université très très prestigieuse. Puis je me suis dit, c'est une énorme opportunité aussi. Moi, je continue à travailler avec lui. Moi, je dis toujours le non plus ultra du violon. Mais aussi, Vienne est une énorme opportunité pour les musiciens, pour les jeunes musiciens, pour commencer à construire sa propre carrière, commencer à réaliser le début de la carrière en tant que musicien, que ce soit des pédagogues, des chambristes, des solistes, parce que c'est une vie qui naît grâce à la musique, qui est fondée sur la musique et qui a un énorme respect pour la musique et les musiciens. Vous avez déjà saisi la température de la ville de musique et ça? Oui, il y a un énorme respect pour les musiciens. Là, on ne vous regarde pas avec de gros yeux, avec votre sac. Non, ça, j'étais un peu déçu de ça, parce que quand j'étais ici à Sion, c'était toujours les personnes m'envoyaient avec le violon et on me dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Non, c'est la normalité. Donc, c'est comme être dans une énorme famille, voilà. Mais... Et combien de temps, comme ça, a priori, vous serez à Vienne? Alors, sûrement 2 ans, parce que le master, ça dure 2 ans, voilà. J'espère. Parce que vous avez déjà fait un master, c'est un master supplémentaire. Oui, un deuxième master, et notamment j'espère de rester là plus longtemps, parce que ça signifiera que j'aurai obtenu des bons résultats, des bonnes choses. Pour atteindre ce niveau, il y a des heures d'entraînement, etc. Alors, c'est quoi la journée chargée, je parle des journées chargées de Simone Spadino? Alors, moi, je dirais que j'ai 2 typologies de journées chargées. Chargées d'études, donc, comme presque toujours,
J'ai changé d'études, donc je commence le matin vers 9h, je vais terminer vers 2h de l'après-midi, puis je fais une petite pause pour manger et je reprends à 15h, 15h30 jusqu'à 10h le soir. Ça, c'est études et musique, et oui, prise de connaissance des partitions. Oui, absolument, c'est tout, c'est technique, prise de connaissance des partitions, c'est études, c'est lecture de documents qui concernent ce que j'étude, de fond, etc. Moi, beaucoup de personnes me disent que j'étudie trop. Et c'est pas bien ça, moi je dis non parce que, parce que je passe des bons moments avec mon violon et puis parce que je prête attention à mon état, à ma situation physique et mentale. Quand j'ai besoin de faire 2 minutes de pause parce que j'arrive pas à me concentrer, je le fais tout de suite parce que si on travaille et on produit rien. Et le deuxième type de journée? Oui, le deuxième type, c'est typologie, c'est juste que quand j'ai des cours, voilà, n'importe quelle heure soit le cours, mais je dois commencer au moins à 2 heures avant le cours à étudier parce qu'avec mes professeurs, tant Pavel Vernikov que Svetlana Makarova, pour eux, tous les cours sont comme des concerts. Donc, il faut avoir une bonne prestation, une bonne préparation, une bonne prestation. Donc, je fais des cours, je commence au moins 2 heures avant, je fais les cours, puis je fais une petite pause, et puis je vais réviser tout ce qu'on a fait pendant le cours. Voilà. Et pour faire, pour que les notions que j'ai prises deviennent partie de mon jeu. Voilà. Quelle différence, enfin la distinction que vous faites entre le talent et le travail, en quelque sorte l'inné et l'acquis, comment vous vous situez par rapport à ce... C'est une demande difficile ça parce que moi je ne connais pas exactement le limite entre talent et travail. Je dis que sûrement, ils sont 2 éléments complémentaires dans la vie d'un artiste. Des fois, on confond le talent comme la seule façon d'être musicien et donc de devenir des solistes. Mais moi je dis, et donc on dit, ah non, tu as du talent, tu n'as pas de talent. Moi je dis que tout le monde peut avoir du talent. Il faut juste bien comprendre dans quel champ musical on peut utiliser ce talent. Il y a le talent pour être musicien d'orchestre, d'être pédagogue, directeur artistique, musicologue, musicien, soliste, chambriste. Donc il faut faire ça. C'est sûrement le talent un élément très important dans la vie des artistes, cette prédisposition naturelle, mais ce n'est pas tout. Le talent sans études, sans training, c'est rien. Au contraire, peut un peu influencer négativement la vie d'artiste et ça serait un énorme dommage. Voilà. Vous avez des projets là, vous avez une première tournée, une tournée internationale à Dallas au Texas et à Denver dans le Colorado. Quelle pièce vous allez jouer? Vous le savez déjà? C'est préparé? Oui, on a préparé, on travaille cette tournée depuis longtemps. Effectivement, les dates peut-être? Oui, les dates sera en février, entre le 13 et le 23 février, avec répétition et concert. C'était une tournée qui était prévue pour le 2020, mais qui était beaucoup de fois annulée à cause du Covid. Voilà. Finalement, j'espère que pour le février 2023, l'année prochaine, ça va fonctionner. Voilà. Je ferai 3 concerts au Texas avec Las Colinas Symphony, Hamilton Symphony et Garland City Symphony Orchestra. Tous les 3. Le même chef d'orchestre? Oui, avec le même chef d'orchestre qui est Maestro Juan Carlos Lomonaco. Il est le chef d'orchestre principal de l'Orchestre Symphonique du Mexique. On va jouer une pièce formidable que j'adore. C'est la Carmen Fantasy de Waxman. C'est une pièce de virtuosité très difficile, mais très amusante, je trouve.
qui naît sur le thème de l'opéra Carmen, qu'on connaît très bien. Et c'est écrit pour violon et grand orchestre, et orchestre symphonique. Pour ce qui concerne les concerts, il y a une seule date à Denver, je jouerai avec Colorado Chamber Players and Friends sous la direction de maestro John Hubert. Je suis très content parce qu'on va jouer les 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Je trouve que pour le public américain, ça va être l'italien. Oui, intéressant que l'italien joue de la musique italienne. Ça sera suivi par une pièce de livre aussi de Sarasate, l'introduction tarantella de Sarasate pour violon et orchestre. Tout ça, encore une fois, anticipé par le deuxième mouvement du concerto pour violon discordato et orchestre à due cori de Antonio Vivaldi, que j'ai eu le plaisir aussi de jouer ici à Sion il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a une appréhension de devoir partir quand même assez jeune aux États-Unis tout seul Non, moi je pense que je suis né pour ça. Je suis très très content de faire. Je compte les jours avant de partir. Sûrement, ça va être un job très important, une grande responsabilité, sûrement être sur scène devant 2000 personnes qui sont là pour m'écouter. Ça va provoquer un peu d'adrénaline, mais quand même du bon stress. Oui, du bon stress, exactement, de l'adrénaline positive, voilà, c'est ça. Puis je suis content parce que pour un concert, mes parents, ma famille sera là. C'est une jolie surprise. Oui, c'était une surprise du dernier moment. Et malheureusement, et je l'ai réussi heureusement, voilà. Ils ne peuvent pas me suivre pour toute la tournée parce que ça dure 11 jours, mais quand même pour un concert, pour le dernier concert avec la Scolina Symphony Orchestra, ils seront là et je suis content, voilà. Je peux aussi partager avec eux et aussi démontrer ce que je suis en train de devenir grâce aussi à leur sacrifice. Par rapport à votre jeune carrière là, les moments de fierté, il doit quand même y avoir des moments de fierté. C'est lesquels qui surgissent là dans votre esprit rapidement? Très difficile, parce que moi, quand je gagne un concours, un prix, une bourse, une place, un conservatoire, je ne fête jamais. Même à la fin de mes masters, bachelor, je n'ai jamais fêté, parce que je considère les victoires comme des funérailles. C'est-à-dire que après, je commence tout de suite à étudier pour être sûr de pouvoir progresser, de continuer à progresser. Donc, c'est plutôt un ensemble de choses. Voilà, je suis fier de ce que je suis en train de devenir. Et ça a été fait grâce à des petites tâches, voilà, pendant les années. Pour exemple, je suis très fier d'avoir été nommé guest soloist de la Scolina Symphony Orchestra. Je suis très fier de la tournée. Je suis très fier d'être à Vienne avec Pavel Vernikov. Je suis très fier d'être finaliste du concours de Vienna International Music Competition de cette année. Donc c'est plutôt un ensemble, voilà. J'ai eu la chance, le plaisir de partager 2 repas avec vous et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est le fait que quand vous parlez de concert le concert est fini et c'est comme si la musique n'avait pas été produite. La musique n'existe pas, elle a disparu dans l'instant de la dernière note. J'exagère ou bien ma compréhension? Absolument ça, c'est absolument, moi je pense. Mais c'est étrange, non? Oui, absolument. Je sais qu'il y a aussi mon période de vue un peu particulière, mais je pense que c'est la vérité parce que le moment où je lève mon archet des cordes, pour les plugins, on a terminé. Et pour exemple, je prends un exemple, un livre. Un écrivain écrit un livre, il enlève la plume, mais il a terminé un chef-d'œuvre, un doigt qui va rester, qui existe. Il a produit une chose. Vous faites une grande distinction entre la production d'un concert ou d'un disque aussi. Hein. Oui, aussi ça c'est un peu le même discours, parce que le concert, qu'est-ce qu'on a après un concert? On a les émotions du public. On donne des émotions, on a les émotions dans nous-mêmes, voilà, parce qu'après un concert, on est
oui, on a de l'adrénaline, de l'émotion, etc. Donc, oui. Mais le concert surtout est pas enregistré, ça reste plus vivant, voilà, parce que la lumière s'éteint, les portes de la salle se ferment, et donc tout autour de la maison. On va espérer qu'il y a un reste dans le cœur et dans l'âme. Bien sûr, ce riant, ça reste dans le cœur. Les émotions continuent à vivre dans l'âme de notre public. Voilà, ça c'est sûr. On pourrait imaginer une vie humaine sans musique? Non, la musique est partout. La musique est la langue, la musique est dans les rues, la musique est dans les klaxons des voitures. L'homme utilise la musique comme je trouve, une manifestation de soi, une manifestation de ses propres sentiments, une manière de rébellion. C'est absolument la partie la plus importante, je trouve, dans la vie quotidienne de tous nous. Et surtout parce que pour moi la musique c'est pas que la musique comme on l'entend comme je sais pas, une chanson, comme un concert, mais c'est vraiment tout. La langue est musique. C'est la musique, je pense à la musique comme un ensemble de sons. Voilà. Quand on atteint une certaine qualité de virtuosité, qu'on est à un niveau quand même remarquable, qu'est-ce qu'apporte le maître en enseignement de musique dans ses cours? Question très difficile, vraiment waouh. Alors je pars en disant que le travail du maître, du professeur, du pédagogue est très difficile et vraiment très délicat. Pour moi, pour ce qui concerne ma vie d'étudiant, je pense que le professeur doit être la personne qui connaît le mieux le point faible de son élève. Quels sont vos points faibles? Mon point faible c'est l'être hyper autocritique. Ça c'est bien, peut-être personne ne dit oui. Mais certains diraient que c'est une qualité. Ouais, c'est une qualité, c'est bien, non? Oui, c'est vrai, mais pas quand ça devient destructif. Voilà. Parce que des fois, j'utilise trop et j'en abuse et voilà, ça c'est pas une qualité. Et vous avez progressé? Absolument, oui, grâce à des professeurs qui m'ont donné les outils pour comprendre jusqu'à quel point je peux arriver avec ma critique. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Puis, naturellement, il faut bien penser, il faut comprendre, il faut savoir comprendre les talents des élèves, il faut les adresser, il faut choisir le programme auquel ils peuvent s'attacher. Ils doivent être des conseillères, des amis, un père, une mère, des psychologues. Voilà. Le travail d'un professeur, c'est essentiel. Essentiel et énorme et hyper délicat. Mais c'est un travail que j'adore. J'ai lu dans je ne sais où d'ailleurs, que vous étiez un avid reader, une sorte de lecteur très assidu. Quel lien vous faites entre la littérature et que vous apporte la littérature par rapport à votre métier de violoniste? Les deux sont deux formes d'art complémentaires. C'est-à-dire que la musique parle de littérature et la littérature parle de musique. Moi, je fais ces exemples parce que c'est l'exemple le plus clair. Il y a une sonate pour violon et piano de Saint-Saëns qui est reprise par Proust. Proust aimait cette sonate. Et il y a un thème dans le premier mouvement de cette sonate qui est absolument incroyable, c'est vraiment sublime. Et Proust le décrit dans ses lettres comme l'hymne national français à l'amour. Et dans ses lettres aussi, il parle, il décrit cette sonate, etc. Et moi, j'ai lu toutes ces lettres pour être immergé dans le moment, dans les jours où cette sonate était composée, pour bien comprendre l'atmosphère, le background culturel aussi, social, et donc utiliser tous ces outils
pour enrichir mon jeu, pour enrichir ma performance. Donc, la littérature, mais tous les formes d'art peuvent s'aider réciproquement pour améliorer sa propre prestation. Voilà. Alors, j'aimerais bien que vous parliez de votre ami le plus cher, le violon. Le rapport qu'il y a entre un soliste, un virtuose et cet objet qu'on ne connaît pas si on ne le pratique pas. Oui, sans doute le violon, peut-être pas penser comme violon comme objet, mais plutôt comme idée, est mon meilleur ami, vraiment. Dans mon cas, l'objet est absolument correspond à l'idée de violon, donc j'ai de la chance. Donc je pense déjà que c'est un instrument ancien, vous pouvez le dire absolument, il s'agit d'un histoire un peu. Oui, il s'agit d'un instrument italien fait vers la fin du XVIIIe siècle, en 1790, par Lorenzo Storioni. Lorenzo Storioni était un des plus grands maîtres luthiers du XVIIIe siècle à Cremona. Avec naturellement Stradivari, Guarneri, Guadagnini, qui a travaillé aussi à Cremona, etc. Donc il est le dernier grand luthier, grand maître luthier de cette période. Il s'agit d'un violon que personnellement j'adore. Malheureusement, il est pas mien. J'espère qu'il sera mien très, très tôt. Et c'est mon parfait partenaire en fait. Parce que je me reconnais dans ses qualités. Il est rond, mais aussi il peut être agressif. Peut-être à nous qui n'avons pas cette oreille et cette sensibilité, la différence qu'il peut y avoir entre un violon moyen qu'on achèterait dans un commerce et votre ami. Moi, je dis que le public est capable d'entendre qu'il y a des différences. Sûrement la beauté du son, sûrement la capacité d'exprimer, de partager les émotions, les idées musicales. Et ça donne aussi toute une liberté de jeu aux musiciens. Et puis évidemment les choses plus techniques, donc la projection du son, le pouvoir de la sonorité, bien sûr la beauté du son, la beauté esthétique du violon. Au niveau entretien, tout pratique, bassement matériel, comment on en prend soin? Sûrement, mais ça suffit de regarder le violon, ça suffit d'écouter une fois le violon ou écouter deux violons différents. Au niveau de la conservation, la chaleur, le froid, etc. Oui, bien sûr, il faut être vraiment très... il faut prêter beaucoup d'attention à ça parce que voilà, c'est un bébé qui a presque 3 ans, voilà. Et donc il est très délicat, il est un bébé mais aussi une personne âgée, voilà. Donc, mais si on prête attention à tout ça, à la température, à l'humidité, le violon apprécie et donc il remercie avec un son incroyable. Et je sais que vous vous intéressez, là je vais changer complètement de sujet, vous venez de Potenza, c'est très loin là. Comment est-ce qu'un jeune musicien s'intéresse à la politique et comment il a jugé la venue au pouvoir de cette... Ah oui, ça c'est une question intéressante. Parce que tous les musiciens ne s'intéressent pas à la politique. Non, parce que bon, effectivement la politique c'est pas... Bon, c'est pas une chose qui nous appartient beaucoup en fait. On pense à l'art, on pense à partager des émotions, donc des choses vraiment très différentes de la politique, donc, qui s'occupent d'autres choses. Oui, moi j'adore bien discuter de politique, de comprendre et de discuter sur les idées des autres, parce que la politique en théorie pour moi devait être un peu le reflet de la réalité de la société, des différentes idées qu'on a d'une population, d'une nation, etc. Pour ce qui concerne les dernières élections en Italie, voilà, c'est intéressant. Je trouve que ce soit très intéressant. Le résultat est très intéressant. On va voir ce qu'il sera des arts.
comme ce gouvernement va gérer, va améliorer, j'espère, l'instruction et l'université, la recherche et toutes les formes, l'expression artistique. Et puis, j'espère que ça soit l'opportunité de, comment on peut dire, ne pas arrêter le progrès social et le progrès scientifique et culturel de mon pays, de l'Italie, mais plutôt de modifier juste seulement la manière, mais continuer à travailler pour améliorer notre société qui malheureusement a beaucoup de points faibles. Donc ça, c'est ce que j'espère beaucoup. Je sais qu'un gouvernement de droite fait peur à beaucoup de personnes, voilà. Mais je ne veux pas avoir peur, je fais de confiance et j'espère vivement de pouvoir voir des progressions vers le futur et pas un retour au passé. Parce que le sud de l'Italie est plutôt à gauche qu'à droite. Il y a, une partie de la population italienne du sud est de gauche. Surtout les plus jeunes, les progressistes. Moi, je dis que je suis de gauche. La droite, mais en général, un peu pas seulement au sud, la droite italienne prend place surtout dans les personnes plus âgées, donc avec plus de 50 ans, 60 ans d'âge. Parce que je pense qu'il s'agit de deux manières différentes de vivre la réalité, de vivre nos jours. Sûrement, il y a un facteur après tout ça, j'ai vu avec un point de vue plus objectif, et je peux dire que la raison de ces résultats, donc de la droite qui a gagné les élections en Italie, on peut la trouver dans leur communication, dans leur message simple et des fois aussi que je partage, parce qu'il y a des choses qu'il faut considérer qui sont très intéressantes, je trouve. Pour moi, il n'existe pas le tout correct et le tout incorrect, le tout faux. Il y a des choses qui sont très intéressantes, mais voilà, leur point de force était un message très clair, linéaire et qui arrivait vraiment facilement à la population. Ce que le centre et le gauche n'a jamais eu. Voilà, on pense plutôt à quel mot utiliser, mais malheureusement, un pays comme l'Italie aujourd'hui n'existe pas le mot plus juste, mais plutôt des choses concrètes. Je sais que, je reviens à la musique et au maître enseignant, chacun a sa patte, sa façon de voir les choses. Je crois que vous donnez certains cours, vous êtes appelé, même jeune, à avoir des musiciens. Vous sentez où votre patte, votre qualité spécifique de professeur? Ça serait laquelle? En tant que professeur, moi je peux dire que je serais capable de découvrir le talent, où il y a le talent, et de savoir travailler et donc modifier les détails qu'il faut modifier. Donc, même si une personne en face de moi joue bien, pas bien, peu importe, mais avec une technique, avec des idées musicales différentes, je me rends compte que je serais capable d'utiliser le matériel que j'ai déjà en modifiant des tout petits détails pour construire quelque chose que soit plus juste, que soit plus convaincant. Voilà. Et c'est un plaisir quand vous êtes dans cette position? Absolument. Moi oui, j'adore bien. J'adore beaucoup faire ce genre de travail.
sinon, je voudrais ajouter à ma vie de soliste aussi la vie de pédagogue, de professeur. Et puis, les jeunes solistes, ils ont des concours, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer comment se passe un concours, les différentes épreuves et les étapes, de manière générale, sans être... Oui. Sûrement, ça dépend de concours à concours, les concours sont différents. Généralement, il y a une phase éliminatoire avec vidéo, avec une sélection vidéo. Parce que par exemple, Vienne, on peut prendre le concours de Vienne. Comment on y entre et comment on en sort? Vienne, ça a été la première phase par vidéo. J'ai envoyé une vidéo récente du concerto de Mendelssohn avec l'accompagnement de piano. Donc j'ai passé Vous avez pu choisir la pièce? Oui. C'était juste une limitation pour ce qui concerne le timing, donc que 20 minutes. Puis la deuxième partie, c'était obligatoire. Pour Vienne, c'était assez particulière. C'était que une partita ou sonate de Bach. Sur place ou bien par vidéo? Non, c'était en ligne, mais en live. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai joué la deuxième sonate de Bach, tout entière. Et puis la troisième phase, il y a la finale avec orchestre. Pour ce qui concerne le concours de Vienne, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer. Généralement, on a des concerts à choix et on peut faire un choix entre les concerts proposés par le concours. Sinon, généralement, on a toujours une première phase par vidéo, puis éliminatoire avec violon solo. Éventuellement une deuxième phase avec piano et puis la phase avec orchestre. Et la différence entre le subjectif et l'objectif dans le choix, vous le sentez dans l'après-coup où il y a une sorte d'unanimité en quelque sorte qui s'installe après la désignation d'un vainqueur plutôt que d'un autre C'est aussi dans ce cas-là, je pense que ça soit une chose très subtile, très peu marquée. C'est difficile à diviser les choses subjectives et objectives en musique. Il faut être capable. Ça je pense, c'est le but d'un membre. Ce qu'on sent intuitivement, c'est que celui qui accède à la finale à Vienne, où il y a une dizaine de participants, il y en a 13 participants, on se rend bien compte que ces 13 participants, ils savent jouer au violon, ils ont des qualités, etc. Donc je m'interroge sur ce qui peut distinguer le vainqueur, comment le transmettre à celui qui ne connaît pas bien la musique. Je pense que oui, c'est exactement le mélange entre subjectivité et objectivité. Voilà. Objectivement, tous les personnes joueront très bien parce qu'on a été 250 candidats pour 13 finalistes, voilà, pour tous les... Donc c'est 5% en fait. Hein. Voilà. Donc tous les personnes savent jouer très bien. Il faut voir qui a plus de talent, qui est plus capable de gérer